En 2018, les contribuables français ont payé 138 € de redevances audiovisuelles pour financer le service public. Les Français paient, les Français casquent, et pendant ce temps-là, c'est la liberté d'expression qui recule. Alors, avant le 31 décembre de cette année, donnez-nous la valeur de cette redevance pour augmenter la portée de la voix de TV Liberté, pour que vos impôts aillent réellement à vos idées. Aidez-nous à porter la voix de la résistance, la voix de la dissidence. Aidez-nous à défendre vos idées. Donnez à TV Liberté. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat consacré au mouvement des Gilets jaunes et au pacte pour les migrations de l'ONU. Et pour décrypter l'actualité médiatique de la semaine, qui d'autre que Jean-Yves Le Gallou. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Après les violences, les médias ont largement commenté la présence de radicaux parmi les casseurs. Le profil sociologique des pillards semble beaucoup moins les intéresser. Les médias ont multiplié les approximations, les erreurs et les bobards en couvrant la manifestation des Gilets jaunes. Inquiétant. Les médias se réveillent enfin sur le pacte pour les migrations de l'ONU, mais il semblerait que ce soit pour mieux endormir les Français. Et comme d'habitude, vous retrouverez le zapping et les tweets de la semaine. Samedi dernier, dans Paris, des scènes de violence ont eu lieu selon les médias. On note par exemple que 20 minutes parle de Paris qui aurait la gueule de bois le lendemain, et puis Le Monde qui parle d'une journée de violence à Paris et en province. Alors Jean-Yves, samedi, vous étiez à Paris, est-ce qu'il y a eu de la violence? Alors, ça dépend où, ça dépend quand. Moi, j'ai défilé aux alentours de 14h, un peu avant, un peu après, sur l'avenue de l'Opéra, dans une foule qui était quand même plutôt de gauche, il faut dire, mais qui était pacifique. Après, je me suis retrouvé du côté de l'Étoile un peu plus tard, vers 15h, 15h30. Là, manifestement, il y avait un peu de violence. Il y avait eu de la violence avant, il y a eu, je crois, de la violence après. Effectivement, des gilets jaunes un peu radicalisés, des black blocs aussi. Et puis, on commençait à voir arriver les banlieues. Voilà, mais on va en reparler. Exactement. Alors cette distinction entre gilets jaunes, casseurs et pillards, eh bien, elle a lieu dans les médias. On a par exemple Valeurs Actuelles qui s'interroge sur cette distinction. Et puis si la frontière entre les entités, donc casseurs, pillards et gilets jaunes radicalisés, eh bien, elle est parfois floue, les médias rendent néanmoins bien compte de cette différence. On va le voir tout de suite avec une vidéo de France 24. Dimanche, le préfet de Paris n'a pas ménagé ses mots pour évoquer les événements de samedi. Michel Delpech a accusé les groupuscules d'extrême droite et d'extrême gauche d'en être en partie responsables. Il a aussi directement mis en cause les gilets jaunes les plus radicaux. Donc il y a bien cette distinction qui est effectuée par France 24. De même pour France Info, qui parle de gilets jaunes qui dérapent, de militants aguerris d'extrême droite et des anarchistes et des anticapitalistes qui seraient présents. Alors, la présence des militants d'extrême gauche, eh bien, elle est avérée. On va le voir dans une vidéo de BFM TV. Dans cette autre avenue qui jouxte la place de l'Étoile, des petits groupes politisés d'extrême droite et d'extrême gauche, aguerris et organisés, ils érigent des barricades. Alors, on voit très bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux drapeaux d'extrême gauche, deux drapeaux anarchistes, deux drapeaux antifa. Donc l'extrême gauche est bien là. Pour l'extrême droite, c'est peut-être un peu plus délicat à dire, parce que la seule chose qu'on voit, c'est un drapeau français. Mais à moins d'admettre que le simple fait de porter un drapeau français soit l'extrême droite, ce qui est une autre manière de voir les choses. Alors il y avait des preuves de la présence d'extrême droite malgré tout, puisqu'on a une revendication qui provient d'une page Facebook très prisée du milieu de la droite radicale, qui s'appelle West Casual, et donc qui revendique la présence et même l'affrontement avec les forces de l'ordre et les forces antifascistes. Et on a donc cette présence de militants radicaux qui s'attaquent pour beaucoup, de la partie d'extrême gauche en tout cas, au symbole, on va dire, politique, c'est-à-dire le mobilier urbain, même si c'est, en tout cas, c'est dans leur esprit que c'est une cible politique.
et puis aux banques. Comme on a pu le voir, personnellement, j'étais également sur le terrain samedi et j'ai pu suivre la furie des manifestants le long de l'avenue Kléber, où ils ont attaqué toutes les banques qui étaient sur le chemin, et également tous les horodateurs, tous les abribus, etc. Donc c'était assez impressionnant à voir. Et ils ont aussi attaqué, mais c'était à la marge, quelques petits commerces, mais c'était assez léger malgré tout. Mais c'était véritablement impressionnant de voir la violence des manifestants radicaux contre les entités municipales et contre les banques également. Donc là, on a une preuve de la violence des radicaux, mais il y avait autre chose que de la violence purement politique, il y avait également des pillards. Les pillards, ils sont arrivés plus tard. Et si on a des analyses sociologiques poussées sur le profil des casseurs radicaux et politisés, eh bien finalement, on n'a pas du tout la même chose pour les pillards, qui ont pourtant des profils bien différents des radicaux. On va le voir tout de suite. À l'intérieur, les pilleurs se sont engouffrés partout. Alors c'est tout à fait intéressant parce que les médias ont beaucoup insisté sur ce qui est apparu comme une profanation de l'Arc de Triomphe. Ils ont même dit que Marianne avait été dégradée. C'est pas Marianne d'ailleurs, c'est la Marseillaise de Rude, mais enfin passons, on va pas leur demander d'être cultivés. Mais en fait, quand on voit les images, on voit que c'est pas du tout des manifestants, que ça n'a pas de caractère politique, c'est un pillage. C'est une déprédation, c'est un pillage, et un pillage qui est fait par des gens. C'est des racailles immigrés qui pillent. On le voit, les images parlent d'elles-mêmes. Et curieusement, alors que samedi, on a énormément parlé, et dimanche, de l'Arc de Triomphe, on n'a pas vraiment parlé de qui avait commis ces actes. Alors effectivement, les médias ne s'interrogent pas plus que ça sur le dénominateur commun des pillards qu'on a pu voir sur pas seulement ces images-là, mais sur d'autres, qui effectivement, a priori, d'appartenir aux banlieues parisiennes. Alors, pour de très nombreux médias qui quand même caractérisent les pillards, il s'agirait de franciliens. On va le voir tout de suite dans une vidéo. Ah, les franciliens. Exactement. Parmi les personnes arrêtées, il y aurait aussi des franciliens plus jeunes venus pour profiter des pillages, d'après le procureur, qui a promis que la justice s'appliquerait avec la plus grande fermeté. Alors France 24 n'est pas le seul média à utiliser ce terme francilien, puisque France Info l'emploie également, l'Express aussi, Le Progrès et BFM TV également, comme d'autres médias. Alors, ce terme de francilien, il est un petit peu étrange. En fait, il a été employé par le procureur de Paris et repris par l'AFP puis par l'ensemble des médias français. C'est un terme qui est étonnamment peu précis. Et puisque justement nous sommes dans le peu précis, eh bien, une journaliste de BFM TV qui s'appelle Justine Chevalier a suivi les premiers procès après les arrestations de samedi dernier et a procédé à un live tweet, c'est-à-dire qu'elle a suivi les jugements. Et si les prénoms de tous les accusés sont dévoilés, eh bien, il y a 3 prénoms qui ne sont pas révélés. C'est ceux, finalement, des fameux franciliens que sont Mohamed, Walid et Miloud. Donc, on a effectivement le sentiment qu'il y a une omerta sur l'origine de ces pillards. Et avant de vous donner la parole, Jean-Yves, eh bien, écoutons Laurent Nunez. Faire la connexion entre ces groupes à risque qui peuvent venir d'un certain nombre de quartiers sensibles. D'abord, c'est souvent stigmatiser ces quartiers. Moi, je veux me départir de cette idée. Dire que ces individus-là étaient présents et ont procédé au pillage et aux exactions contre les forces de l'ordre, je ne peux pas vous l'assurer à ce jour. Nous savons qu'en fin de séquence, il y a eu un certain nombre de pilleurs qui sont venus sur zone. Est-ce qu'ils venaient d'autres quartiers ou pas? Voilà, des quartiers ou pas. Moi, je ne peux pas l'affirmer ici. Il est comique, ce vice-ministre de l'Intérieur. Il n'est pas au courant. Alors, si quelqu'un doit être au courant parce qu'il a les noms, il a les faits, il a les images, c'est bien lui. Pardon, mais c'est un guignol, là. Mais simplement, il veut cacher la réalité. Alors, le terme francilien, qui est aussi utilisé par le procureur de la République de Paris, c'est assez scandaleux. Qu'est-ce que c'est que le mot francilien? C'est un mot qui a été créé dans les années 80, à la demande de la région Île-de-France, figurez-vous, par un normalien du Club de l'Horloge qui a trouvé le mot francilien. Et comme c'était un très bon mot pour désigner les gens qui habitent l'Île-de-France, la région Île-de-France, ce mot est passé finalement dans le langage courant. Mais l'Île-de-France, c'est grand. C'est Paris, c'est la petite couronne, c'est la banlieue, et puis c'est la grande périphérie, la grande couronne. C'est pas uniquement
les racailles des banlieues. Les racailles des banlieues, c'est des racailles des banlieues, c'est pas des franciliens. Voilà, c'est une catégorie, ou alors, si c'est des franciliens, ce sont les franciliens, c'est une catégorie très particulière. Mais là, évidemment, on veut éviter d'aborder le sujet. J'ajoute, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que le gouvernement et les médias ont dit le saccage de l'Arc de Triomphe, c'est particulièrement épouvantable, c'est une profanation. Et puis qu'est-ce qui se passe quand on trouve les 3 personnes qui ont participé, ou qu'on trouve 3 des personnes qui ont été accusées de recel de biens. Voilà, 3 personnes Pas de qui ont vol, été accusées de recel des biens de l'Arc de Triomphe. Parce que, bon, eh bien, finalement, d'abord, on cache leur nom, on cache leur prénom, on cache leur nom. En tout cas, lors du live tweet. Lors du live tweet. Et on les condamne à des peines dérisoires, quelques jours amende. Donc, ce qui est présenté médiatiquement et politiquement comme le pire, à partir du moment où c'est des racailles immigrés, eh bien, finalement, la peine est tout à fait faible et l'affaire est passée au maximum sous silence. Alors, effectivement, le terme francilien, du carrefour de l'horloge jusqu'à la place de l'Étoile, il a fait un peu de chemin. Mais pas dans le bon sens. Enfin, c'est aussi un succès du terme. Mais oui. Maintenant, c'est devenu un terme de novlangue. C'était un néologisme, c'est devenu un terme de novlangue. Et ce qui est intéressant de noter, c'est aussi à mettre en relation avec l'emploi, il y a une semaine, par les médias, pour caractériser les premiers accusés gilets jaunes, qui parlaient d'Européens. Eh bien, aujourd'hui, on a le terme francilien. Est-ce que c'est pas... Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tout simplement, effectivement, les gens qui ont été poursuivis à la suite du 24 novembre étaient plutôt des Européens, oui, effectivement, comme la majorité des Gilets jaunes à l'origine, évidemment, des Européens, oui, voire exclusivement des Européens. Le 24 novembre, il n'y avait pratiquement que des Européens sur le tarmac, si j'ose dire, enfin, en tout cas, dans les manifestations. Donc, après tout, les médias ont dit les choses. Là, les pillards, non, les pillards, c'est pas des Européens, c'est beaucoup, pour l'essentiel, c'est des Maghrébins ou des Africains. Alors là, on n'ose pas le dire. Donc là, ça devient des Franciliens. Voilà. Ou des jeunes Franciliens. Bon, c'est un terme, effectivement. Voilà. C'est la désinformation par occultation. Mais bon, beaucoup de gens qui nous suivent savent quand même décoder, heureusement. Exactement. Mais il faudrait que tout le monde sache décoder. Eh ben on va essayer de diffuser au maximum l'émission, et ça c'est aussi votre rôle, chers téléspectateurs, pour que le maximum de gens apprennent à décoder ce genre de manipulation. Passons au zapping. Bonjour à tous, je me trouve ici à Arzano, une commune de Bretagne proche de Lorient, où les autorités ont décidé d'installer un centre d'accueil pour migrants dans une ancienne gendarmerie. La terre, en fait, elle appartient à tout le monde. Donc c'est normal qu'on aide tous ceux qui ont besoin. Un jour, on sera peut-être des migrants climatiques, des migrants, si jamais il y a le Front National qui arrive ici, une dictature qui se présente à nous, on sera peut-être les premiers sur la route parce que justement, on sera... On est tous issus de migrants. Mais bien sûr, bien sûr. Quand on regarde le budget sur l'immigration-intégration, qui a augmenté de 11,5%, soit 200 millions d'euros supplémentaires, on atteint 1,5 milliard d'euros. Est-ce que ça fait partie des revendications des Gilets jaunes ? Je peux vous dire... Moi, je suis juste en train d'apprécier tout ce que dit Mme Morano, je suis d'accord. On a constaté en fait que ceux qui étaient pour l'accueil de ces clandestins, parce que c'est ce qu'ils sont légalement, des clandestins, ce sont toujours les mêmes, c'est-à-dire des personnes âgées qui n'ont jamais vécu avec l'immigration, qui sont d'une classe sociale homogène, on va dire, et qui malheureusement n'ont pas conscience des réalités. Et c'est nous, la jeunesse, qui subissons ce déferlement migratoire depuis quelques années. Qu'en est-il de la signature du 10 décembre concernant M. Macron par rapport à l'ONU et la souveraineté de la France qui s'est remise en question? Marrakech, c'est ça. Sur l'immigration. Voilà, entre autres, tout à fait. C'est pas le pouvoir d'achat, ça. Non, c'est pas le pouvoir d'achat, mais ça fait aussi partie des inquiétudes, en fait. Non, essayez pas de me mettre une étiquette politique, là on en est très très loin. Il s'agit juste de dire qu'à ce jour, nous avons nous les capacités économiques et financières de pouvoir les intégrer. Faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple. On vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qu'ils sont, minorités agissantes dans des plus grands ensembles. On respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent. Donc, comprenez que vous faites partie d'un ensemble
qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille, je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, connaissent l'histoire de leur continent. Est-ce qu'on s'effraie de cette colère qu'on n'arrive pas à canaliser ou est-ce qu'on s'y engouffre comme les cheminots, les étudiants et les militants des quartiers l'ont fait samedi? Et franchement, avouez, ça vous emmerderait de vous faire voler votre révolution par des prolos et des petits commerçants? Une dernière pour la route, c'est Cédric qui vous pose la question, taquine. Dis-moi, Dany, qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté de la barricade? Écoute, moi je te dis une chose. D'abord, je lui dis, c'est Cédric, hein. Camarade Cédric, je suis allergique au jaune. Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas mettre quelque chose de jaune. Peut-être les gens comprendront. L'étoile jaune, j'imagine. Exactement. Moi, je pense qu'il y aurait quelque chose de très populaire à faire. C'est de supprimer la redevance télé. Et ça, beaucoup de gilets jaunes sont des gens qui regardent la télé parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres distractions dans la vie. Et pour ne pas épuiser évidemment l'audiovisuel public, il faudrait remplacer cette redevance télé par une toute petite ponction d'1 ou 2 centimes sur tous les appareils connectés. Une députée de Paris qui a dit sur cette affaire, le lobby LGBT est à la manœuvre. Non, il n'existe pas de lobby LGBT. Il y a des associations communautaires qui regroupent des individus qui sont sensibilisés aux mêmes questions. Ils sont réunis par un combat pour l'égalité des droits. Mais je dirais des droits très basiques qui sont le droit de ne pas être discriminé dans la vie quotidienne. En 68, on se battait contre un général au pouvoir. Les gilets jaunes aujourd'hui demandent un général au pouvoir. Donc il y a une différence. Je veux dire, à partir du moment où Pierre de Villiers est arrivé, et c'est pas qu'un, parce qu'ils ont quand même un langage commun, et sur plus divers plateaux, on a découvert que tout d'un coup, l'idéal politique des 2 gilets jaunes, et les autres ne disent rien, mais je crois ça va très loin, disons, c'est un idéal. Et ils disent tous, il faut une main forte. Un lobby, on peut penser au lobby des chasseurs, au lobby du tabac, au lobby des armes, renvoie à un groupe qui est dominant, qui combat pour des intérêts et qui pour cela met au service des ressources qui peuvent être considérables, des ressources économiques, des ressources en termes de réseau politique, alors que les LGBT forment un groupe encore très largement discriminé. Donc il y a des différences en termes de statut qui sont fondamentales. Bon bah écoutez, Nicolas, ça va être une série de coups de chapeau. D'abord à Vincent Lapierre qui fait un reportage tout à fait intéressant en Bretagne où l'accueil de clandestins correspond à des réactions très différentes de la part de la population, entre les vieux bourgeois d'un côté et les jeunes plus en difficulté de l'autre. Lutte de classe, lutte de génération. Je pense que c'est assez intéressant à observer. Et puis, pour continuer dans le coup de chapeau, alors on va dire à France Culture, qui cite Immédiat. Voilà, ils vont peut-être nous inviter. Le jour de Nicolas, ils vont peut-être nous inviter. Qui cite Immédiat pour nier qu'il y a un lobby LGBT, alors que toute la description, qu'est-ce qu'un lobby? C'est un groupe de pression qui défend des intérêts, et dans le cas du LGBT, fortement subventionné. Mais ils ne démentent absolument pas ça. Simplement, ils disent « Ah oui, mais comme c'est des gens qui défendent une bonne cause, ça ne peut pas être un lobby. » Bah oui, mais c'est pas un argument. Enfin bon, ils ont cité Immédiat, on s'amuse, très bien. En sachant qu'ils donnent la parole en plus à une personnalité qui est militante à 100% pro-LGBT. Bah bien sûr, sinon évidemment elle n'accéderait pas à France Culture. Financée par vous, chers amis, bien sûr, à travers la redevance. Voilà. Alors, il y a aussi, alors je ne sais pas là si c'est un coup de chapeau, mais il mérite d'être bien observé. Observez bien les têtes de Rutel-Krief, d'Apatie, de Barbier quand ils s'expriment. Il y a à la fois un mélange d'agressivité, de gêne ou de mépris. Dans Barbier qui dit ces pauvres types des gilets jaunes qui n'ont que la télé à regarder. Alors Apatie, c'est pire que ça. Parce qu'Apatie, comme Rutel-Krief, ils sont dans des postures d'intimidation de leur interlocuteur. Et notamment, Apatie a une interlocutrice qui évoque timidement, il faut bien le dire, mais courageusement, la question du pacte de Marrakech sur l'immigration, et il cherche à la faire taire. Il la coupe, il cherche à la faire taire, il cherche à l'intimider en lui disant « Attention, si vous continuez à parler de ça, on va vous classer. » Voilà. On voit les physionomies de Rutel-Krief, comme de Barbier, comme de Apatie, sont quand même extrêmement intéressants à observer. Et puis, je termine par un nouveau coup de chapeau
Kémy Séba, qui est un identitaire africain, un panafricain, qui veut défendre la civilisation africaine, c'est très bien. Et ils expliquent aux Européens qui devraient eux aussi défendre leur civilisation. Je ne sais pas s'il a lu Européen d'abord, essai sur la préférence de civilisation, mais je crois que je vais lui envoyer. Écoutez, c'est noté, Jean-Yves. Et passons au deuxième sujet. Gilets jaunes, matraquage de Bobard. Lundi dernier, BFM TV a fait intervenir lors d'un reportage sur l'identité des casseurs Sylvain Boulouk, historien spécialiste du communisme et de l'anarchisme. Et pour lui, un drapeau brandi par les manifestants aurait été un drapeau d'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il était frappé de fleurs de lys et serait donc un symbole monarchiste. Problème, le courrier Picard a rapidement révélé qu'il s'agissait tout simplement du drapeau de la Picardie. Et tandis que BFM TV, un petit peu gêné quand même, a publié un communiqué de presse pour s'excuser. Donc là, Jean-Yves, on voit qu'il y a la parole donnée encore à un expert qui n'en était pas un. Oui, mais l'expert, il est là pour dire le politiquement correct. Donc l'expert, c'est souvent un mélange de conformisme et d'inculture. Parce que là, l'idée que ça puisse être un drapeau d'une province ou d'une région, ça lui vient peut-être même pas à l'idée, quoi. C'est voilà. C'est un peu triste. Le type se prétend historien en plus. Donc, au-delà de cette histoire de drapeau, Macron, toujours sur BFM TV, on apprend que dimanche, alors qu'il se rend sur les lieux où les casseurs ont commis leurs méfaits, selon BFM TV, il aurait été applaudi par de nombreuses personnes. Alors, le son de cloche est légèrement différent sur France 2, on le regarde tout de suite. Macron tient bon, Macron démission, sifflet, bravo, centre-choc. Les messages hostiles sont un peu plus nombreux. Certains ont même eu le temps d'enfiler un gilet jaune, mais c'est surtout un sentiment de choc qui domine. Alors, en réalité, ce sont les huées qui ont largement dominé les applaudissements. On le voit avec cet article du Figaro qui le note, ou avec cet article de l'Express, Champs-Élysées, Macron hué par des gilets jaunes. Donc là, on est face à une petite manipulation. Oui, d'autant plus qu'il suffit quand même qu'une personne de la garde de Macron crie « Vive Macron », il y a toujours un « Vive Macron », mais c'est pas ce qui est dominant. Ceci étant, ce qui lui est arrivé rue Kléber, c'est rien à côté de la conduite de Grenoble, dont il a bénéficié au Puy-en-Velay, où la foule de ce petit centre-ville, de cette petite préfecture, l'a aussitôt hué, l'a même poursuivi. On voit des gens qui courent après le cortège. Vraiment... ça montre la haine que ce personnage suscite dans l'opinion. Et ça, c'est vraiment le phénomène politique le plus important, je crois. Bien plus important que tout le reste, c'est le rejet, la puissance du rejet vis-à-vis de Macron et la haine qu'il suscite dans l'opinion. Au fond, il l'a peut-être un peu mérité parce qu'il a passé son temps à tenir des propos humiliants sur les Gaulois réfractaires, sur les gens de peu, sur les gens de rien. Il humilie aussi la France sur la scène internationale. Il s'est livré à des palinodies avec des racailles à Saint-Barthélemy. Il a accueilli un groupe de musiciens se définissant comme noirs et pédés dans les ordres de l'Élysée, etc. Il a fait beaucoup de choses pour susciter l'irritation manifestement très forte des Français, sans parler évidemment de sa politique, au-delà des symboles, qui est la politique au service de la superclasse mondiale et au détriment de la France périphérique. Alors vous dites au-delà des symboles, on va retourner aux symboles, puisque la croix de Lorraine, on en a déjà parlé, mais c'est revenu dans les médias, serait un symbole d'extrême droite. On va regarder la vidéo tout de suite. Dès hier matin, des groupes d'ultra-droite sont présents en haut des Champs-Élysées. Ils arborent la croix de Lorraine, symbole repris par l'extrême droite. Alors c'est tout à fait stupéfiant. La croix de Lorraine, elle appartient évidemment à tout le monde. C'est le signe que le général de Gaulle avait pris pendant la Résistance, avait pris à Londres. Donc ça appartient évidemment à tout le monde, à tous les Français. Macron lui-même l'a repris. Il ne fait pas que des choses épouvantables, malgré tout. Il l'a repris dans le blason de l'Élysée. Simplement, c'est quand même assez intéressant parce que tout drapeau qui renvoie aux provinces françaises ou à la France, on a vu l'affaire de la Picardie, on voit le drapeau tricolore qui dit « c'est l'extrême droite, il y a un drapeau tricolore ». Là, il y a un drapeau tricolore avec la croix de Lorraine, c'est l'extrême droite. C'est-à-dire qu'au fond, tout ce qui serait symbole français
dans l'esprit de ces journalistes, serait d'extrême droite. C'est tout de même assez hallucinant, quoi. Il y a une espèce d'extension du domaine de l'extrême droite presque jusqu'à l'infini, quoi. Alors, tout le monde, il est d'extrême droite, quoi. Hein? Peut-être même jusqu'à Russia Today, puisque plusieurs journalistes français ont accusé la chaîne Russia Today d'avoir commis une fake news. On a par exemple Thomas Legrand, un éditorialiste sur France Inter, qui tweete en ce sens. On a également Raphaël Baquet, une journaliste au Monde, et Thomas Lequertier, journaliste de CNews. Alors le tort de RT, avoir donné la parole à un manifestant gilet jaune qui évoquait des policiers qui se seraient grimés en civil pour éventuellement, pourquoi pas, c'est une option qu'il soulève, commettre des actes délictueux. Alors on va regarder la vidéo tout de suite sur Russia Today. J'ai croisé tout à l'heure des bandes de policiers déguisés en voyous, donc en fait on ne sait pas tellement si les gens qui détruisent des voitures et qui attaquent des policiers, des manifestants ne sont pas eux-mêmes des policiers. Alors on le voit, premièrement, le propos n'est pas du tout affirmatif, c'est au conditionnel. Et puis surtout, Russia Today a fait une vidéo de réponse assez longue pour répondre à ces accusations. Et finalement, on se rend compte que une fois le retour sur plateau bien effectué, il y a un policier qui, sur le plateau, répond à cette chose. Et donc on entend le point de vue de deux personnes, le policier en l'occurrence, qui déclare que oui, il y a des policiers en civil dans les manifestations, mais c'est uniquement pour observer et, le cas échéant, appréhender. Donc, on a bien c'est pas du tout une fake news, en fait, c'est tout simplement un avis d'un gilet jaune pris sur le vif et qui est d'ailleurs contrebalancé immédiatement par l'avis d'un spécialiste sur le plateau. En fait, c'est du journalisme, tout simplement. Oui, c'est-à-dire que ce que les médias politiquement corrects n'admettent pas, c'est qu'il y ait deux points de vue. Or, dans un débat, il doit toujours y avoir deux points de vue. Eux, ils n'admettent pas. Il y a un point de vue qui est vrai, qui est le leur. Et là, en l'occurrence, il ne peut pas y avoir de policiers qui participent un petit peu au mouvement violent. Bon, entre nous, c'est une vieille histoire, ça, parce qu'en 68, qui a 50 ans, c'était courant d'accuser les policiers de participer aux violences et à la casse. Et donc, on retrouve ça, ce qui d'ailleurs s'explique, parce que la police... elle est amenée, notamment pour procéder aux interpellations, ils ont annoncé qu'ils feraient ça encore plus massivement samedi prochain d'ailleurs. Elle est amenée, pour procéder aux interpellations, à mettre des policiers en civil au milieu des manifestants. Et ces policiers en civil au milieu des manifestants, leur jeu, c'est d'essayer de passer quand même le plus inaperçu possible, s'ils veulent être efficaces. Donc, en pratique, ils se conduisent très souvent comme des manifestants normaux, et puis le moment venu... pardon pour l'expression, mais c'est ça, ils sautent le type qu'ils veulent interpeller, et qui est le type, a priori, qu'ils ont repéré comme le meneur. Mais s'ils l'ont repéré comme le meneur, c'est qu'ils sont à côté de lui et qu'ils suivent un peu le meneur. C'est leur boulot, quoi, voilà. Donc, il n'y a pas de fake news du tout. Et bon, c'est vrai que les policiers qui sont infiltrés ne le sont certainement pas pour participer à la casse ou participer aux violences, mais ils sont quand même un peu obligés de passer inaperçus au milieu de ce qu'ils font. Et donc de faire un peu la même chose, même peut-être de manière plus modérée. Voilà. Alors, donc il n'y a pas de fake news, et c'est très bien de la part de Russia Today d'avoir expliqué, au fond, d'avoir donné les deux points de vue. Vu du point de vue d'un manifestant, c'est sûr que ça paraît bizarre de voir des voyous sortir d'une voiture de police pour s'infiltrer parmi les manifestants. Mais bon, c'est comme ça que se font les interpellations. Surtout que le manifestant était interviewé en direct, donc il n'y a pas de soupçon de collusion. Alors, en bonus à cette petite séquence, Jean-Yves, une infographie amusante, une infographie publiée par la Charente Libre et reprise par Michel Monpontet, qui est un journaliste de France 2, qui s'intitule « Quel est le vrai prix des services financés par l'État ?» Et en fait, dans la période des Gilets jaunes, eh bien, l'idée, c'est de montrer que l'État et les impôts servent à financer des choses utiles, comme par exemple faire garder son enfant, qui ne coûterait que 38% aux citoyens sur 514 €, puisque le reste serait financé par l'État, qu'un an de scolarité au collège coûterait aux citoyens 0 €, puisque les 8 000 € et quelques de coûts seraient financés par l'État. Or, Jean-Yves, vous n'allez pas me contredire, jusqu'à preuve du contraire, bien finalement, cette infographie, elle est un petit peu faussée, puisque l'État, c'est nous. L'État, c'est les impôts. Bon. Exactement. Mais c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'il y a des dépenses utiles
Bon, donc ils insistent sur les dépenses qui peuvent apparaître utiles, encore que le collège, comme ils sont de plus en plus mauvais, il faut souvent scolariser son enfant dans le privé, contrat ou hors contrat, mais enfin bon, passons. Bon, il y a des dépenses utiles, évidemment. Il y a aussi des dépenses nuisibles. Ils ne vont pas parler des dépenses de politique de la ville, ils ne vont pas parler des subventions aux médias, ils ne vont pas parler des subventions aux associations politisées, politiquement correctes, tout ça, ils n'en parlent pas. Donc dans les impôts, oui, il y a des dépenses utiles, il y a aussi sans doute des dépenses inutiles, et puis il y a des dépenses nuisibles. Alors leur infographie, elle est légèrement biaisée. Et puis ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a jamais vu ce genre d'infographie quand il y avait des manifestations syndicales, ou des grèves syndicales, tout ça, on n'a jamais vu ce type d'infographie. Là, on voit l'infographie, elle sort au bon moment. On voit que les médias, là, sont militants. Alors là, c'est d'autant plus vrai que le journaliste en question, journaliste à France 2, eh bien, il avait été attaqué par le Front National à l'époque. Pourquoi ? Parce que dans plusieurs tweets injurieux, il avait notamment attaqué le physique de candidat Front National. Donc on est effectivement dans quelque chose de plutôt militant. Mais ça, on est dans quelque chose de très, très, très militant. Ces gars-là ont le droit d'avoir les idées qu'ils veulent. Ce qui est scandaleux, c'est qu'ils soient payés par le service public, qu'ils soient payés par le contribuable. Voilà, il va falloir faire le ménage un jour de tout ça. Très bien, passons au tweet de la semaine. Alors la LICRA et la DILCRA, voilà des pastilles, se félicitent qu'un site internet, démocratie participative, ait vu son accès fermé. Enfin, les fournisseurs d'accès ont été obligés de le boucler. Alors ils s'en félicitent. Bon, alors c'est vrai que c'est un site très, très radical, simplement qui est protégé par le premier amendement de la Constitution américaine sur la liberté d'expression. Ce qui est grave, c'est qu'évidemment, c'est un précédent et que les gens de la LICRA, de la DILCRA, annoncent déjà qu'ils vont profiter de cette première jurisprudence pour interdire d'autres sites et par contagion, leur idée, c'est quand même de bloquer tout ce qui est politiquement incorrect. Bon, alors, ça sera difficile parce qu'il y a moyen de contourner. Je crois d'ailleurs que démocratie participative, ils sont déjà revenus sous un autre nom. Mais ce qui est grave dans cette affaire, et indépendamment du contenu du site, c'est pas l'objet. Défendre la liberté d'expression, c'est pas forcément défendre ce qui s'exprime sur tel ou tel site ou tel ou tel journal. C'est défendre le principe de la liberté d'expression. Ce qui est grave, c'est qu'ils veulent créer un précédent pour arriver à une censure de plus en plus générale. Alors, c'est vrai que les méthodes de communication, c'est la censure et c'est l'occultation. Par exemple, on a beaucoup parlé là des voitures brûlées. Je crois qu'il y a eu en tout en France une 50aine de voitures brûlées. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs maintenant, puisqu'il y a des voitures qui brûlent en périphérie des lycées.
Mais la clientèle des lycées ou des collèges qui brûlent des voitures, c'est, comment on dit peut-être des franciliens. Des franciliens, voilà. Ce doit être des franciliens. Dans toute la France, il y a des franciliens. Dans toute la France, il y a des franciliens, absolument, oui. Ou même en Corse, parce que c'est des franciliens qui ont été condamnés pour avoir caillassé les pompiers aussi, si j'ai bien compris. Exactement. Voilà. Ah, les franciliens, vraiment, les franciliens, quel problème. Bon, eh bien, là, il y a eu 50 voitures brûlées samedi dernier. Il y en a généralement plus de 1000 après le 14 juillet, plus de 1000 après la Saint-Sylvestre, plus de 1000 après les Coupes du Monde de football, etc. Là, les médias en parlent le moins possible. Le moins possible. Donc on voit, c'est quand même un peu un cheval, une alouette. Et je pense que la Saint-Sylvestre va être redoutable parce qu'effectivement, les incendiaires ont pris un peu d'entraînement samedi dernier et peut-être samedi qui vient. Bon, enfin, on verra. Donc voilà, le biais médiatique. Alors, dans la censure, on a aussi, alors là, on va censurer l'humour. Parce que Dominique Régnier, qui est quelqu'un d'ailleurs d'assez intéressant, enfin politiquement correct, qui s'occupe de la Fondapol, a dénoncé Russia Today. Ah, ils sont mal vus, Russia Today, les pauvres. Hein. Ah là 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 là. Bon, je vais d'ailleurs faire une interview chez eux tout à l'heure. Bon, passons. Ils ont le malheur d'être bien accueillis dans les manifestations, contrairement à BFM TV. Par exemple, peut-être. Alors, ils ont repris un communiqué du gouvernement iranien. Bon, le gouvernement iranien dit Téhéran appelle Macron à faire cesser les violences contre son peuple. Bon. Manifestement, c'est un peu osé. C'est un peu osé. C'est un peu humoristique, puisque Macron, ayant passé son temps à dire aux autres, quand il y avait des émeutes ou des manifestations, qu'il fallait faire cesser les violences contre leur peuple, c'est la réponse du berger à la bergère. Je trouve que les mollahs iraniens ont de l'humour. Bon, et au lieu de prendre ça comme ça, M. Régnier dit mais c'est épouvantable, etc. Non, Coco, c'est de l'humour, tout simplement. C'est peut-être un sujet moins humoristique qu'on va aborder, mais on va l'aborder quand même. Le sujet numéro 3, pacte pour les migrations. Circuler, il n'y a rien à voir. Alors dans le immédiat numéro 225, nous avions déjà abordé cette question. Récapitulons rapidement les choses. Le pacte pour les migrations fait débat partout en Europe. Il y a de nombreux pays qui refusent de signer le pacte, avec malgré tout, finalement, un silence médiatique quasiment total en France, à l'exception évidemment des quelques articles pro-pacte pour les migrations. On a noté notamment lors de ce immédiat numéro 225, Le Monde, qui donnait la parole à 3 personnalités unanimement favorables à la signature de ce pacte. Alors aujourd'hui, les médias se réveillent enfin. On le voit par exemple avec Libération et Check News, qui publie un article sur le pacte de Marrakech. Le Huffington Post qui publie un article également sur ce pacte en parlant d'un pacte qui ne passe pas à droite. Et Jean-Yves, j'ai une bonne nouvelle. Finalement, la signature de ce pacte ne changerait rien, ne servirait à rien, selon plusieurs experts interrogés par les médias. Si c'est des experts, alors il n'y a pas de... Alors, j'exagère à peine, je vais vous expliquer pourquoi. L'angle principal choisi par les médias, c'est le décodage des fake news sur ce pacte de Marrakech. Mais pour les médias, 2 choses. Premièrement, le pacte n'est pas contraignant. Et deuxièmement, finalement, il ne sert pas à grand-chose. On va le voir tout de suite avec cet article de Sud-Ouest, pour lequel, finalement, selon un spécialiste interrogé, le texte ne changera rien aux droits actuels. Donc on est sur un texte qui ne changera pas grand-chose à la politique migratoire française. Pour 20 minutes, finalement, le texte serait extrêmement prudent. C'est en tout cas l'avis de l'expert qui a interrogé. Encore un expert, alors. Encore un expert. Respect. En l'occurrence, une experte, puisqu'il s'agit d'Hélène Thiollet, chercheuse au CNRS sur les migrations. Et puis dans Le Parisien, le gouvernement qui déclare qu'il s'agirait d'un simple recueil des bonnes pratiques. Donc voilà. Et puis dans France Info, on a Mathieu Tardis, un expert encore, qui déclare que ça pourrait même limiter les arrivées irrégulières et surtout dangereuses pour les migrants. Donc on a finalement un texte, un pacte migratoire qui n'aurait aucun impact et finalement on pourrait le signer les yeux fermés ou peut-être même ne pas le signer finalement. Alors ce que je retiens dans tous ces articles d'abord, c'est qu'il n'y a pas de débat. Il y a un point de vue qui est le point de vue d'un expert. On va chercher le type qui va dire ce qu'on souhaite qu'il dise. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas les 2 opinions. Il y a uniquement l'opinion en disant circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est que ce pacte ? En fait, c'est ce qu'on appelle en anglais de la soft law.
en français du droit mou, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit d'application immédiate. Mais quand on vous dit c'est un recueil de bonnes pratiques, eh bien il est évident que si un gouvernement, parce qu'il pense qu'il faut quand même protéger son identité, protéger son peuple, protéger ses frontières, prend des décisions qui ne sont pas dans ce recueil de bonnes pratiques, eh bien il va être dénoncé. Il va d'abord être dénoncé dans les médias qui vont dire attention, cette mesure-là, elle est contraire aux bonnes pratiques du pacte mondial de l'ONU sur l'immigration. Donc, il va y avoir la critique morale. Et puis derrière, il va y avoir forcément ceux qui ne seront pas contents feront un recours contre la décision du gouvernement, et des juges vont se saisir de la question, et les juges iront puiser des principes généraux, les bonnes pratiques, dans le pacte de l'ONU, et bâtiront une jurisprudence. Ça s'est déjà fait des dizaines de fois pour d'autres textes, le texte de la Constitution, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme, le texte de la Convention internationale des droits de l'enfant. On construit, à partir du texte, une jurisprudence. Donc, en pratique, ça va bloquer un peu plus la possibilité de défendre l'identité des peuples européens. Et on va donner des pouvoirs supplémentaires aux médias et aux juges au détriment des élus. C'est pour ça qu'il est très important de parler de cette affaire. Il y a eu des débats partout en Europe. Il y a beaucoup de pays, plus de 10 pays de l'Union européenne, plus la Suisse, refusent de signer. Plus les États-Unis. Plus les États-Unis, plus l'Australie, et j'en oublie. Israël également. Israël, oui, tout à fait. Tous ces pays, donc énormément de pays s'y opposent. Et dans des pays qui ne s'y opposent pas, comme l'Allemagne, il y a eu un débat. Il y a eu un débat dans les médias. Il y a eu un débat au Parlement. Ouais. Il y a eu un vote au Parlement. En France, rien du tout. C'est pas la démocratie. Alors Macron, comme il n'ose plus sortir, il n'ira pas signer à Marrakech, mais il va envoyer un secrétaire d'État ou un sous-secrétaire d'État qui, malgré tout, engagera la parole de la France. C'est vraiment très préoccupant. C'est intéressant de mettre en parallèle ce traitement médiatique qui dit qu'en gros, c'est pas grave, c'est pas contraignant, et puis finalement de le rapprocher de celui qui a du traitement médiatique par rapport aux États-Unis qui ont refusé de signer le pacte pour le climat qui lui aussi était non contraignant, et par contre quand ils ont refusé de signer ce pacte non contraignant, on les a voués aux gémonies, et c'est exactement le même, finalement c'est exactement la même chose, c'est si s'il est non contraignant, pourquoi reprocher à un pays de ne pas le signer dans ce cas-là ? Voilà. Et s'il n'est pas non contraignant, pourquoi toute la politique du gouvernement dit sur la transition énergétique s'appuie précisément sur ce pacte de l'ONU sur la lutte contre le réchauffement ou contre le changement climatique. Donc on est quand même dans le mensonge permanent. Mais évidemment, avant, on vous dit c'est pas contraignant, et après on vous dit attention, c'est là. Voilà, c'est avant, après. Les médias sont d'une malhonnêteté astronomique dans cette affaire. Effectivement, et je crois, Jean-Yves, que vous avez un coup de chapeau qui est lié à cette affaire. Oui, j'ai un coup de chapeau qui est lié à cette affaire, qui est un coup de chapeau à Dame Yarieux, qui a fait une excellente vidéo sur YouTube de 2 minutes 20, enfin très courte. 2 minutes 16, précisément. 2 minutes 16, et qui est extrêmement parlante, extrêmement démonstrative, et que je vous invite à regarder. Très bien, Jean-Yves. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à envoyer à l'adresse mail qui s'affiche sur vos écrans vos avis sur l'émission, votre veille médiatique pour nous donner des informations. Nous regardons ça avec attention, c'est toujours très précieux. Et puis, Jean-Yves, à la semaine prochaine. Rendez-vous pour le prochain Immédiat.